Une question de San Pellegrino. En repensant à vos expériences dans les réserves amérindiennes, cela a-t-il influencé sur votre réflexion sur le rôle de l'État dans la domestication des citoyens? C'est une question très intéressante parce que effectivement, et j'en ai déjà parlé ici et là, mais l'univers peau rouge aux États-Unis est bien évidemment fascinant, extrêmement complexe, mais il y a pas mal de leçons effectivement à retirer. Juste pour le contexte, j'ai toujours été très attiré par cette culture. Et bien évidemment, comme tout petit blanc des banlieues parisiennes qui se respectent, j'ai toujours, bien évidemment, j'ai toujours adulé cet univers de l'Indien et de l'autochtone nord-américain. Et donc, bien évidemment, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai pris une très grosse claque parce que il y a un énorme décalage entre l'univers qu'on se fait, Dernier des Mohicans, Danse avec les loups, Geronimo, et la réalité de terrain. C'est un petit peu comme d'habitude. On nous vend un petit peu du rêve. C'est comme si voilà, on nous vendait vraiment du rêve pour le coup, et qu'on arrive sur le terrain et que c'est le désastre. C'est le désastre. Donc ça, c'est pour mettre un petit peu un contexte, à savoir que effectivement, c'est très intéressant ce qui s'est passé entre le gouvernement et les autochtones, et qu'il y a énormément de leçons à prendre. Maintenant, ayant dit cela, il y a vraiment deux dynamiques autochtones aux États-Unis. Et le Montana particulièrement, parce que le Montana, on a d'énormes réserves d'autochtones, d'Indiens, et, euh, et donc c'est un État qui est vraiment très nourri en Indien, ce qui n'est pas le cas d'autres États. Euh, il y a vraiment deux grosses dynamiques chez eux. La première dynamique, c'est la dynamique de laisser-aller total et de dépendance au gouvernement total. Et donc, généralement, on est sur un groupe ici d'Indiens qui vivent dans la pauvreté extrême, qui sont avec un taux d'alcoolisme énorme. Le taux d'alcoolisme chez les Indiens est absolument effarant. Un taux de, de violence conjugale énorme. On a un très gros problème avec les femmes indiennes qui disparaissent. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà posté sur Instagram par rapport à tout ça. Mais le taux de violence conjugale, d'alcoolisme et de trafic de jeunes femmes, surtout à l'échelle des Indiens, est absolument catastrophique. On n'en parlera jamais parce que c'est totalement tabou, mais c'est totalement catastrophique. Et donc il y a cette dynamique-là, avec donc des Indiens qui vivent dans des taudis, généralement dans des caravanes, qui foutent rien de la journée, qui ne produisent rien, qui se sont complètement abattus sur leur propre sort, qui trouvent toujours la faute, bien évidemment, aux Blancs et aux Américains et ainsi de suite, qui est totalement dépendant de l'État. Je rappelle que les Indiens aux États-Unis ne payent pas la nourriture, ne payent pas l'école, qui ont donc des privilèges assez intéressants et importants, surtout à l'échelle des États-Unis. L'école gratuite et la bouffe gratuite, c'est déjà énorme, même si on leur file de la merde à bouffer, c'est un autre truc. Donc il y a cette catégorie-là qui est omniprésente, qui est très désagréable, qui est très triste. J'en ai déjà parlé, grosse violence envers les animaux. Moi, j'arrivais, je me suis dit, bon, c'est bon, Geronimo, les Indiens, ça va être la communion avec les chevaux, les oiseaux, les ratons laveurs, les chiens et tout. Et j'arrive dans des réserves où les chiens sont tous mourants, ils leur filent pas à bouffer, ils dorment dehors, ils leur donnent des coups de pied, bref, l'enfer. Donc on a cette dynamique-là, cette réalité-là, qui est une énorme réalité
qui est omniprésente. Et puis il y a la dynamique inverse, on a des voisins qui sont Cheyenne, une petite famille, Cheyenne traditionnelle, mari, femme et 2 enfants, et qui ne pouvaient plus, qui ne pouvaient pas vivre en réserve, même s'ils ont des gros avantages en vivant sur la réserve. Ils ont décidé de sortir de la réserve parce que toutes ces problématiques-là, parce que c'était la grosse dépression. Et donc, quand on parle avec eux, c'est toujours « Ah, putain, bon, la réserve, c'est l'enfer, on n'y va jamais, on ne retournera jamais en réserve, et on va vivre ici. » Et donc, incluant cette dynamique-là, c'est basiquement les Indiens qui se sont un petit peu sortis les doigts, ont arrêté de chouiner, ont arrêté de se plaindre, de regarder derrière, sont passés à quelque chose d'autre. À savoir que ce qui est très intéressant, c'est que dans cette équipe-là, il y a quand même des Indiens un petit peu fourbes qui se sont dit, bon, on va bien niquer le gouvernement américain quand même, ils ont commencé à construire des casinos sur les réserves. À savoir que les casinos, normalement, hors certaines villes ou certains États des États-Unis, sont totalement interdits. Mais vu qu'ils sont sur des réserves indiennes, ils n'ont pas les mêmes lois étatiques et nationales que les Américains. Et donc on se retrouve avec des réserves, par exemple, en plein milieu de la Californie, où tout l'univers du casino est totalement illégal. Mais donc sur des petites réserves, il y a des Indiens malins qui ont construit des énormes casinos et qui font venir tous les Américains, tous les Blancs, et donc qui sont devenus milliardaires. Et donc toutes les réserves, on en a un petit peu partout, surtout bien évidemment dans les États où les casinos sont interdits. On a des réserves indiennes où on a des tribus indiennes qui ont fait énormément d'argent et qui vivent très très bien et qui se sont sortis un petit peu de cette dynamique pauvreté, alcoolisme, violence conjugale, et qui ont construit quelque chose, qui vivent dans des maisons, bref, qui ont des voitures, ça se passe plutôt bien. Donc tout ça c'est très complexe, mais tout ça pour présenter un petit peu le truc, et que effectivement ça a influencé sur ma réflexion sur le rôle de l'État. Ça nous influence toujours. Il y a énormément d'Américains qui observent justement cette dynamique autochtone, pour un petit peu comprendre ce que peut faire l'État à l'échelle du peuple, ce que peut faire le gouvernement à l'échelle du peuple. Bien évidemment, moi je suis plus dans l'équipe nichéen qu'autre chose, et donc dans l'équipe nietzschéenne, et donc pour moi c'est toujours la faute du peuple de toute façon, et même s'il y a des circonstances atténuantes, je pense qu'au bout d'un certain moment, il est très difficile de ne pas prendre en compte la dynamique des Indiens eux-mêmes, et le fait qu'ils se sont laissés enfoncer dans un truc vraiment très, très malsain et très toxique. Ce sont des cultures très toxiques. J'étais avec Tony, quand on est allé faire le salon du couteau là, je sais plus où là, dans le sud, on est passé justement par des réserves indiennes dans le Montana et dans le Dakota du Sud. Et à un moment, je l'ai fait un petit peu exprès, mais on s'est arrêté dans une station essence, dans une réserve. Bon, Tony a halluciné. Bon, déjà, on a cru qu'on allait se faire trucider. Mais il y a encore cette dynamique, et bien évidemment, ça dépend des réserves, ça dépend des tribus. Ça dépend si on va sur des réserves, effectivement, un petit peu Cheyenne ou Pieds Noirs ou Nez Percés ici dans le Montana, ou si on va sur la réserve Hopi en Arizona. On va avoir, ou Havasupai ou Zuni, on va avoir des tribus qui vont avoir des rapports complètement différents avec les Blancs, mais d'une certaine manière,
On est ici sur une pauvreté vraiment palpable, une colère qui n'en finit pas, vraiment un enfoncement dans quelque chose d'ultra toxique. Et ça, c'est à eux de prendre la décision de s'en sortir. Malheureusement, l'état des lieux aujourd'hui, à part pour les quelques tribus, les quelques Indiens qui ont été malins, qui se sont sortis de cette spirale infernale, qui ont fait un petit peu d'argent avec les casinos ou avec le tourisme, et qui s'en sortent beaucoup mieux. Mais l'état général des choses, c'est qu'effectivement, c'est la spirale infernale, c'est l'enfer. Alors, quelle est la part du gouvernement et quelle est la part du peuple lui-même? Comme je l'ai dit, je suis plus nietzschéen dans ma réflexion, et donc je pense que c'est à nous de nous sortir les doigts et de faire face. Et comme on le voit avec certains exemples, comme par exemple nos voisins, qui ont refusé justement de s'abandonner à cette spirale émotionnelle, psychologique, de tomber dans l'alcoolisme, de tomber dans la pauvreté, de tomber dans la pauvreté de l'esprit, dans la pauvreté de l'émotion, de se laisser aller, de bouffer de la merde. Le taux d'obésité chez les Indiens est catastrophique parce qu'ils bouffent vraiment littéralement de la merde. Quand on va au Pawa des fois, mais enfin bon, on n'y va plus parce que c'est tellement la dépression. Mais les mecs, c'est 4 litres de coca par jour, du pain. Alors ils font ce qui s'appelle du flatbread, mais ils font du pain qu'ils mettent dans l'huile, qu'ils frient dans l'huile. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer. Ils sont tous énormes, ils sont tous gros, ils sont tous alcooliques, ils se tapent tous sur la gueule. Et en fait, voilà, c'est malheureusement, je pense que de toute façon, quand on connaît un petit peu l'histoire et qu'on s'aperçoit que avant la venue de l'homme blanc, hein, ils se foutaient tous sur la gueule quand même, pour essayer d'avoir certains marchés, certains accès à certaines terres et ainsi de suite. En fait, les Indiens se foutaient sur la gueule H24, ils se trucidaient les uns les autres, et en fait, on est arrivé là-dessus, effectivement, mais je crois que le terrain était déjà là, et qu'en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est une culture vraiment très spécifique, très spéciale. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens absolument fantastiques. J'ai rencontré des gens fantastiques. Un jour, j'étais à Denver avec mon oncle. J'étais allé voir mon oncle à Denver et on marchait dans la rue. Je ne sais pas ce qu'on branlait, mais on marchait dans la rue. C'était l'hiver, parce que je me souviens qu'il y avait de la neige partout. Et c'était peut-être quand on était allé... c'était l'hiver. Et il y a 2 Indiens qui nous tombent dessus. Et tout d'un coup, on s'est mis à partager les cigarettes. Ils nous ont fait on a parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Ils nous ont fait un blessing et ainsi de suite. Bon, nous, ça passe toujours bien parce qu'on est français, on n'est pas américain. C'est pareil avec les blacks. Moi, tous les blacks m'adorent ici. Les Indiens m'adorent. Je ne suis pas américain, donc tout le monde m'adore. Mais voilà, j'ai eu des rencontres et des moments fantastiques dans certaines réserves, chez les Zuni, chez les Hopis notamment. Mais le constat est assez difficile et effectivement, on s'aperçoit que quand l'État et le gouvernement commencent à s'occuper un petit peu de tout, ça devient difficile et compliqué. Donc, je ne suis quand même pas, et je n'arrive toujours pas à être dans l'équipe. Je ne pense pas que ce soit la faute de l'État et la faute du gouvernement. Mais c'est une position difficile parce que c'est une position très dure. Je suis très dur avec eux parce que je les ai énormément aimés. Ça a formé toute ma jeunesse. J'ai toujours voulu aller les voir, aller vivre avec eux. Et c'était presque un sketch. On en rigolait presque. Comme je le disais, je suis venu avec 2 camarades.
on en rigolait presque quand on était en res. On appelle ça des res ici, les réserves. Tout le monde appelle ça des res. Les Indiens appellent ça des res. Mais donc, d'arriver en res et de voir le sketch de ces Indiens toujours alcoolisés, énormes, à bouffer de la merde, à dire de la merde, à être ultra violents et à donner des coups de pied aux chiens. J'ai juste... c'était presque un sketch, en fait. Et ça continue, il n'y a pas très longtemps, on est monté sur une raise qui est juste après un parc national absolument fantastique dans le nord du Montana, mais donc une route absolument sublime. Mais donc on est passé dans cet endroit absolument fantastique. Et à la sortie du parc national, il y a une raise. Et on est passé au travers de cette raise, mais on avait l'impression d'être au fin fond du Mexique, avec des huttes en terre, il y avait presque plus de route, des chiens maigres partout, des gosses dégueulasses partout. Euh, l'enfer. Je sais même pas, je sais même pas, ce qui se passe. On comprend pas. Ils ont tout pour réussir, tout pour se sortir de cette merde. Et non, c'est catastrophique. Donc voilà. La place de l'État, le rôle de l'État, généralement l'État a quand même bon dos, même si je suis le premier à, à m'abandonner, à être très très dur envers le gouvernement et l'État, mais au final je suis encore plus dur. Avec ses citoyens. Je l'ai toujours dit, reprendre le contrôle de notre destinée, devenir les acteurs de notre bien-être, ça veut bien dire que la responsabilité est sur nous. Ça veut bien dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir arrêter de dire que c'est la faute des Blancs, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'argent, c'est la faute de c'est trop cher, c'est la faute de Macron, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. À un moment ou à un autre, personnellement, moi, comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus nietzschéen, mais pour moi, c'est trop facile. C'est trop facile. Mes parents étaient nuls, j'ai eu une enfance merdique, j'ai pas eu de chance. Bon, au bout d'un moment, il va falloir quand même que ça s'arrête, qu'on reprenne le contrôle de notre propre destinée, qu'on devienne les acteurs de notre propre bien-être. Et pour passer sur cette étape-là, pour construire un monastère, pour se reconstruire soi-même, pour construire quelque chose qui a du sens et pour reprendre le contrôle de nos destinées, il faut abandonner ce rapport à l'autre, ce rapport à cette entité qui fait que on est des caliméros et c'est pas de notre faute et on peut chouiner pendant 40 ans, 60 ans, 200 ans, 400 ans. Il y a des cultures et des peuples qui chouinent, ça fait 400 ans qu'ils chouinent les mecs. Ouais, mais vous nous avez embarqués. Bon, au bout d'un moment, va falloir passer quand même sur autre chose, parce que toutes les populations du monde ont à un moment ou à un autre été esclaves, étaient dans la boue, étaient les genoux par terre, à crever comme des grosses merdes. Euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà quoi. Au bout d'un moment, va falloir se sortir les doigts, se reprendre en main. Je sais c'est dur, je sais c'est difficile, je sais c'est méchant, je sais c'est mais moi je suis dans cette équipe là. Donc voilà. Quoi d'autre? Les Indiens. Alors. Une petite question de Max. Que penses-tu des Red Dot Holosun pour AR et Glock? Bon, je vais le redire. Moi, je n'ai pas de point rouge sur mes armes de poing. Mais effectivement, Holosun peut être intéressant sur quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas énormément de budget. De plus en plus, on voit que ça tient quand même la route. Alors après, ça dépend des choix qu'on va faire et ainsi de suite, mais
Effectivement, pour des petits budgets, si on veut équiper un ou deux outils, Holosun n'est pas nécessairement n'est pas éliminatoire. Une question de Kevin. Tu ne consommes pas d'alcool. As-tu un rapport particulier avec cette substance ou une raison particulière à cette décision? Je ne consomme pas d'alcool d'une manière générale, bien évidemment, de temps en temps. On s'est fait un restaurant, par exemple, avec Tony. Bon, c'est un restaurant un petit peu particulier, il n'y a pas d'adresse. Il faut connaître un numéro de téléphone pour y aller, mais c'est un chef absolument fantastique aux États-Unis qui vit dans le Montana, qu'on connaît très très bien, qui est un chef japonais. Enfin, lui, il n'est pas japonais, il est américain, mais qui fait des trucs japonais. C'est un restaurant privé assez fantastique. Et donc, on y est allé, on s'est fait plaisir, on y est allé, on a emmené Tony. Et effectivement, ça a fini. Comment on a fini cette merde? On a fini cette merde à boire. Lui, il lui a filé du whisky de je sais pas où, à boire du saké de je sais pas quoi et à fumer des joints dans la cuisine. C'est comme ça que ça s'est fini. Donc je ne suis pas ultra strict avec mes prises d'alcool, par exemple. De temps en temps, je me fais moi, je suis très saké. Moi. De temps en temps, je me fais un saké, mais c'est tout. Mais c'est très très rare. Et il n'y a pas de rapport particulier à cette substance ou une raison particulière. Je n'ai jamais aimé l'alcool. Je n'aime pas les sensations et ainsi de suite. Mais en même temps, dans un contexte et un cadre particulier, où je suis avec des amis, où il se passe quelque chose de mythique, de fantastique, alors je vais me laisser aller à une choucroute, une bière, un verre de vin, et ainsi de suite, pour être dans l'ambiance, pour vivre. On vit qu'une seule fois, on est sur cette terre une seule fois, et même si ce n'est pas dans ma nature, j'ai appris avec l'âge à aussi savoir être bon vivant ici de temps en temps pour justement rattraper ces expériences. Et cette expérience de restaurant avec Tony, par exemple, avec ce chef absolument fantastique, restaurant privé, on n'était que 8 dans ce restaurant privé. Comme je l'ai dit, on a fini au saké et au pétard en cuisine, derrière les cuisines, à parler de nos parents, de nos vies, de nos projets. Et donc c'est une expérience qu'il faut savoir aussi rattraper au vol, parce que la vie est très courte, que demain tout peut se terminer misérablement, et que donc il faut savoir rattraper ces petits moments comme ça. Et pour moi, l'alcool fait partie de ces petits moments. Voilà. Après, maintenant, au quotidien, tous les jours, comme ça, non. Ça n'a jamais été mon truc, et ce sera jamais mon truc.